Émission spéciale sur la libération des 46 militaires ivoiriens ou des 49 militaires ivoiriens. Avec nos chers invités, on va d'abord parler de la grâce présidentielle accordée par le président malien Assimi Goïta et puis l'accueil réservé à ces militaires à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous allons également analyser les propos du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes des pays frères, nous allons œuvrer pour le meilleur. Et puis l'impact de la diplomatie togolaise, le président Faure Gnassingbé se forge un destin de grand médiateur. Nos invités sont en place pour ce numéro spécial. Emmanuel Vivien Tomi, il est journaliste, directeur de publication de Plume Livre. Il est également conseiller en communication politique. Nous avons également Joachim Talake, directeur de publication de Afrique Plume, et Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. On va les saluer. On commence par la dame qu'on retrouve en 2023. Vous allez bien, madame? Bonjour. Bonjour, Michel. Oui, ça va. Mais merveilleux à vous. Pareil à toi. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. À côté de vous, il y a le doyen Emmanuel Vivien Tomi. Doyen, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de Neo TV, à tous les débatteurs aussi, et à tous les journalistes de Neo TV. Et je profite également pour saluer tous ceux qui nous regardent depuis Bamako, Abidjan et aussi au Brésil. Bonjour Joachim Talake, ça va en pleine forme? Oui, ça va Michel, ça va très bien. En tout cas, on est là pour parler du Mali. On est là pour parler du Mali. On commence par la grâce présidentielle accordée par le président Assimi Goïta aux 46 militaires ivoiriens. En tout cas, ce n'est pas une surprise quand on voit doyen et la pression de la CEDEAO, la médiation du Togo, le travail de la justice en un laps de temps. Cette grâce était une surprise pour vous? C'était pas du tout une surprise parce que tu te rappelles, sur ce même plateau, on avait dit que le Mali ne va pas respecter l'ultimatum du 1er janvier, mais les militaires seront libérés quand même. Ensuite, comme cela se fait en diplomatie, après l'entente, vous avez vu la signature du mémorandum, il faudrait quand même qu'on respecte certaines procédures. On ne peut pas, du moment où on a arrêté, on a écroué des citoyens africains, on ne peut pas comme ça dire parce qu'il y a un accord, donc on les libère. Il faudrait justement qu'on montre que les pouvoirs sont toujours séparés et donc la justice devrait faire son travail. Le gouvernement de transition du Mali a voulu d'abord faire passer un message, c'est nous sommes souverains, nous sommes chez nous, nous pouvons décider de notre destin. Ça, c'est le premier message. Le second message, ce que le Mali attend de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, de l'Union africaine, ce ne sont pas seulement les injonctions à dire faites ceci, faites cela, ce ne sont pas les pressions, mais c'est plutôt l'accompagnement pour aller au bout du terrorisme, pour pouvoir reconquérir le territoire et pour donner la joie et le bien-être, la joie de vivre aussi aux citoyens maliens. Ce n'est pas du tout un hasard et ce n'est pas une surprise pour moi parce que l'ordre normal des choses voudrait quand même que ces militaires soient relâchés, mais qu'un processus soit suivi. Ce qui peut-être m'a un peu intrigué, c'est le fait de condamner à mort les trois femmes qui ont été déjà libérées. Ça, à mon sens, sans vouloir interférer dans le fonctionnement de la justice de notre pays voisin et frère, comme on le dit en Afrique, le Mali, je trouve cela quand même un peu bizarre que on soit dans le même avion, qu'on soit écroué pour les mêmes causes, qu'on soit libéré avant aussi. Mais quand même qu'on est sur son dossier, quoique c'est effacé après la grâce présidentielle, tout cela s'annule. Mais dire que les trois femmes sont condamnées à mort et les autres sont condamnés à 20 ans. À 20 ans. Je me dis, ben, pourquoi pas les mêmes peines pour tout le monde? Quand même, tout le monde était très sûr qu'après ces sanctions-là, après ce verdict,
il y aura effectivement l'action du président Assimi Goïta. C'est ce côté-là que je n'ai pas bien compris, mais là aussi, la justice du Mali a fait aussi son travail. On ne peut pas écrouer quelqu'un et puis le libérer comme ça. Quand tu ne sais pas faire, tu dois payer aussi dommages et intérêts par la suite. Le nécessaire, le Togo a su jouer son rôle. Le nécessaire, c'est que la paix est revenue entre les pays frères, la Côte d'Ivoire et le Mali avec effectivement l'appui du Togo pour la médiation. Avant de vous donner la parole, Madame Dado Nora Noviekou, on va écouter le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. On vient d'écouter l'ancien Premier ministre. Il était Premier ministre par intérim, on se souvient. Madame, cette grâce présidentielle a, si on peut le dire, diminué les tensions entre les deux pays. Absolument. Je crois que pratiquement tout le monde attendait ce geste-là du Mali. En voyant le déroulé ou le déroulement de cette crise, c'était plus que évident que le Mali allait finir par une grâce présidentielle. Surtout quand, après l'injonction de la CEDEAO, le Mali je crois, a tenu son procès et a condamné. C'était clair qu'en voyant les charges, on se disait que non, ils ne vont pas aller jusque-là. Et donc, c'était tout simplement dans le cours normal des choses, je crois. Et oui, ça a fait baisser la tension. Et nous espérons, il faut l'espérer aussi, parce qu'une chose est d'arriver à la grâce présidentielle. L'autre chose, est-ce que les bonnes relations puissent continuer entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Parce que le Mali aujourd'hui quand même est dans une situation assez critique. Le Mali est sous tension, si on veut, par rapport à tout ce qui se passe au niveau interne déjà, avec les groupes extrémistes. Et donc, tout petit problème peut devenir un grand problème, si vous voulez. Donc, je crois qu'il est à féliciter ce geste-là du Mali, d'avoir mis, je dirais, fin au match de la bonne manière, et puis d'avoir permis à ce que ces hommes et ces femmes puissent retrouver leur famille, et que la bonne collaboration entre le peuple malien et le peuple ivoirien puisse continuer, et que la sous-région ouest-africaine puisse retrouver un apaisement, parce que plus cette crise se prolongeait, c'est en fait l'affaire de nous tous. Et donc, je pense que la tension est baissée non seulement pour les deux pays, mais pour toute la sous-région ouest-africaine. On va voir tout à l'heure l'accueil réservé à ces Ivoiriens dans leur pays. Mais bien avant, Joa Komitalake, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire, si on peut le dire, fâcheuse entre les deux pays? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais simplement que cela prouve à suffisance qu'aucune guerre ou qu'aucun problème ne devait pas excéder la négociation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes deux pays frères, et que peu importe le problème qui essaye de vous mettre en différend, il faut forcément privilégier la voie du dialogue, la voie de la diplomatie. De la diplomatie, du dialogue, pour pouvoir donc asseoir une véritable paix entre, comme l'a dit la coordinatrice de l'ONEP Togo, asseoir une bonne base au niveau de la sous-région. Vous comprendrez que le Mali aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que, je le parle avec un peu de réserve, je me rends compte qu'au niveau même du Mali, qu'au niveau de la Côte d'Ivoire,
il y a plusieurs ressortissants maliens au niveau de la Côte d'Ivoire et il y a vice-versa. plusieurs ressortissants ivoiriens, mais vous n'allez jamais entendre parler, on n'a jamais entendu parler, en tout cas, d'une certaine Vous voulez dire qu'il n'y a guerre pas ou de d'une problème mésentente entre les communautés. de problème entre les communautés. Et donc ça, Du moins sur ces dernières années. pour ces dernières années, disons. Bon, en tout cas, ces derniers 6 mois où il y a quand même une certaine scission entre les deux pays. Donc ceci est à saluer que ça prouve à suffisance que vraiment les deux pays ou les deux peuples ont atteint un degré de maturité pour comprendre que non seulement on est frères, mais nous constituons un bloc en Afrique et qu'aucun problème ne doit dépasser nous, peuple africain. Alors, doyen, on peut également se poser plusieurs questions. Il y avait la pression de la CEDEAO. On se souvient de ce sommet à Abuja, au Nigeria, où la CEDEAO, la commission de la CEDEAO a été on ne peut plus clair. On donne un délai jusqu'au 1er janvier 2023 au régime de Bamako. Il y a eu ensuite ce mémorandum signé entre les deux parties. Au milieu de ces deux parties, il y avait le ministre togolais des Affaires étrangères. Finalement, à quel niveau la victoire, on l'a senti à un moment donné? Il faut dire que la victoire a été voulue par 3 présidents. Le président du Mali, le président de la Côte d'Ivoire et le président togolais qui assumait la médiation. À un moment, les discussions étaient un peu bloquées, les négociations étaient très dures, difficiles, parce que la Côte d'Ivoire avait haussé le ton pour dire il y avait du chantage, il y avait des menaces, et qu'en tant que pays souverain aussi, la Côte d'Ivoire n'attendait pas à céder face au chantage et aux menaces. De la même façon, le Mali aussi dit la Côte d'Ivoire ne peut pas nous imposer ce qu'elle veut. Nous sommes un pays souverain. Et dans tout cela, il fallait que le président togolais qui faisait la médiation essaie d'appeler tous ses 2 collègues à mettre de l'eau dans le vin, ce qui va aboutir finalement à cette rencontre qui va accoucher du mémorandum. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées. On a travaillé sur beaucoup de choses dans les coulisses. Ce n'est pas tout ce qui a été dit au cours des discussions qu'on peut rendre public, mais à un moment, il y a eu ce sursaut-là de la part des dirigeants, parce qu'après tout, nous sommes des pays frères. Nous sommes des pays frères. Et vous savez que c'est seulement les frontières de la colonisation qui nous divisent. Sinon, au Mali, on a les mêmes ethnies qu'en Côte d'Ivoire et vice-versa. Il y a aujourd'hui des éveils en Côte d'Ivoire, tout comme il y a des éveils au Nigeria, au Bénin, au Ghana. Et les Diola, c'est la même chose. On a des ethnies qui se retrouvent partout en Afrique parce que nous sommes justement un seul peuple. Alors, il fallait aller au-delà du conflit pour montrer quand même que l'Afrique a l'habitude du dialogue, de l'entente et surtout de la cohésion. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment, la tension était montée parce que le Mali a demandé même qu'on puisse voir le cas de ces ressortissants, surtout opposants, surtout des politiques, les opposants qui étaient en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara a dit pas question. Parce qu'en réalité, que vous prenez la Côte d'Ivoire ou le Mali, on a un peu partout en Afrique des opposants d'autres pays qui se retrouvent réfugiés. Et la loi internationale accepte qu'on accueille aussi des personnes qui veulent se réfugier pour des raisons politiques. Et donc, il y a aussi la pression au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que les familles déjà étaient désemparées. Et puis les politiques se sont mêlés dedans pour dire, mais écoutez, le régime de Ouattara ne fout rien. Le régime de Ouattara était incapable même d'obtenir la libération des militaires. Et donc, le régime de Ouattara, justement, continuait ce travail de couloir. Voilà, le mot est revenu maintenant. Ce travail de couloir, cette discussion, ce dialogue permanent. Et le Togo n'a pas du tout dormi. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le
Togo, la Côte d'Ivoire et le Mali ont aussi montré une autre façon de l'Afrique de régler les problèmes au monde entier. Vous avez déjà écouté le président de la Commission de l'Union africaine qui n'a pas manqué de saluer cette entente-là et surtout cet heureux aboutissement ou dénouement. Et aussi le président d'exercice de la CEDEAO qui n'est plus revenu sur les sanctions ou l'ultimatum donné parce que aujourd'hui, on a compris que même le 1er janvier, les discussions étaient toujours en cours. Nous avons vu le président qui faisait la médiation, le président togolais, se déplacer pour aller au Mali, rencontrer son homologue, et pour aller aussi en Côte d'Ivoire, rencontrer son homologue. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et finalement, il y a eu ce procès-là qui a déterminé le sort des militaires ou des soldats ivoiriens. Pendant que certains craignaient un durcissement de ton du côté de Bamako. Nous autres, on était d'accord que c'était une façon de montrer qu'au Mali, il y a la séparation entre les pouvoirs. L'exécutif ne donne pas des ordres directs. Le judiciaire doit faire d'abord son travail. Et puis le législatif aussi est là. Sauf qu'on sait qu'en politique, on peut toujours habiller les choses pour que ça réponde aux normes. Mais il y a la politique qui prime. Parce que quand un président de la République décide de gracier quelqu'un, il est le premier magistrat du pays. Et vous pouvez tout faire, il va réussir sa mission. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé aussi les paroles, d'abord du gouvernement malien, qui a salué effectivement la démarche ivoirienne, la démarche ivoirienne, mais surtout les paroles de M. Ouattara, le président. On va les étudier tout à l'heure et surtout après la pause. Madame, pour le procès, les gens parlent de pure formalité. Vous l'aviez vu ainsi aussi? Alors, pure formalité, je ne saurais le dire, mais ce que je sais, c'est que le Mali n'a fait que ce qui est dans l'ordre normal des choses. C'est-à-dire, il a commencé, comment on dit ça, c'est un processus qu'il a commencé et qui devait être achevé. Et donc, que ce soit pure formalité ou pas, l'essentiel, c'est en fait la finalité et donc la libération de ces 49 soldats ivoiriens. Parce que même si les 3 étaient libérés entre-temps, moi je dis 49 parce que ça concerne tout le groupe. Et donc, je me dis, il ne faut pas aussi trop chercher à qualifier, voilà, aller dans les détails. Ce qui nous intéresse, c'est que la paix est revenue, la bonne harmonie va reprendre et c'est ça qui est important. Le reste, ben, ça rentre dans le processus normal des choses. Messieurs, madame, les garçons libérés, on va voir juste après la petite pause l'accueil qui était réservé à ces Ivoiriens dans leur pays.